Sur le plateau, notre invité, Monsieur Ahmed Wele, qui est chercheur en sciences politiques. Il a eu à militer d'abord dans des associations, on en parlera tout à l'heure quand on reviendra dans son actualité, mais également notre éditorialiste, Lucien Pambou. Ensemble, nous allons décortiquer l'actualité en Afrique, en commençant par l'info du jour en Afrique. Nouvelle étape de la tournée du président Alpha Condé. New York et la 66e session ordinaire de l'ONU lui donnent l'occasion de rencontrer ses homologues venus du monde entier pour assister à ce sommet. Précision d'Adeline Bayeul. Le président de la Guinée Alpha Condé poursuit sa tournée internationale à New York. Le chef de l'État guinéen est arrivé lundi aux États-Unis, où il a été accueilli par l'ambassadeur de Guinée auprès des Nations Unies, Mamadi Touré. Au programme du président guinéen, la 66e session ordinaire de l'Organisation des Nations Unies, mais également l'occasion de s'entretenir avec les chefs d'État africains, notamment le président sud-africain Jacob Zuma, mais aussi le président de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping. Vous savez que l'expérience guinéenne aujourd'hui de démocratisation du pays est une expérience que nous suivons de très très près. Parce que c'est une expérience qui doit réussir. Et donc, à chaque fois, je viens voir le président pour lui rendre compte de l'évolution de l'Union africaine en général, les problèmes qui se posent. Actuellement, la Libye, par exemple, je lui rends compte. Mais également, je sollicite ses conseils pour les problèmes que nous rencontrons en Afrique. Le président Alpha Condé s'est également entretenu avec l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair, à la tête de la fondation Africa Governance Initiative, une rencontre qui fait suite à la visite de Tony Blair à Conakry en juin dernier. Il avait alors assuré son appui au gouvernement guinéen pour financer des projets de développement. Je suis tout à fait en support de tout ce que le président essaie à faire à Guinée. Je crois que le pays a un potentiel remarquable, mais il faut développer le pays et je crois qu'il a le plan pour le faire. Et moi, je suis tout à fait content, heureux, ravi d'aider dans ce processus de changement. Avant de quitter New York, le président Alpha Condé s'entretiendra également avec les membres de la communauté guinéenne aux États-Unis. Lucien, à quoi sert une session ordinaire de l'ONU? Une session ordinaire de l'ONU sert d'abord à rassembler un certain nombre de pays membres, globalement, et deuxièmement, à mettre à l'agenda de la session un certain nombre de problèmes que certains chefs d'État considèrent comme importants. Il y a eu le problème, vous le savez très bien, le problème palestinien, et M. Mahmoud Abbas a profité de cette session pour inscrire à l'ordre du jour la problématique de la reconnaissance de l'autorité palestinienne en tant que gouvernement, mais aussi faire en sorte que la Palestine ait un État, ce qui rencontre évidemment la contradiction d'Israël. Monsieur Wele, mis à part le renforcement des relations diplomatiques entre la Guinée et les autres pays, comment le président Alpha Condé peut-il mettre réellement à profit son voyage aux États-Unis, selon vous? Déjà, moi, ça me fait toujours un peu sourire quand je vois ces éternelles messes entre les présidents, le même système qui continue depuis quand même un certain temps. Parce que l'ONU, déjà, il faut le rappeler quand même, c'est ceux qui dirigent l'ONU, c'est les vainqueurs d'une guerre quand même. Donc on n'est pas arrivé encore à remettre ça en cause. Et l'éternelle question de 5 États qui décident tout pour tout le monde. Et donc nous, quand on y va en tant que pays africain, je doute sincèrement qu'on y apporte quelque chose de réel. Et donc le président Alpha Condé ne peut rien tirer de positif pour la Guinée de ce séjour aux États-Unis? Peut-être à part dans les coulisses négocier des contrats une fois encore tous. Sinon politiquement sur la scène internationale, je crains que la Guinée ne... Mais justement, Lucien, on voit bien que les négociations parallèles en marge du sommet sont importantes. Qu'est-ce qu'elles peuvent apporter concrètement, en l'occurrence ici, au président Alpha Condé? Monsieur Wele a parfaitement raison de dire que finalement, ce sont des grandes messes qui permettent d'ouvrir la diplomatie. Les véritables enjeux se trouvent dans les couloirs.
Qu'est-ce que ça peut apporter à M. Alpha Condé? Ben, ça peut lui apporter d'abord de mettre en place un courant d'affaires entre la Guinée et un certain nombre de dirigeants politiques appartenant à certains pays étrangers. Ça permet aussi au président Condé de montrer que la Guinée est présente sur la scène internationale. Après, vous savez très bien, la tentative d'assassinat politique dont il a été victime. Et ça permet enfin, quelque part, de dessiner après son voyage de Chine, ce que je dirais une carte d'affaires et des adresses, bien entendu, pour le développement de la Guinée. Tony Blair, on l'entendait il y a quelques instants, dit supporter tout ce que le président Condé essaie de faire en Guinée. Alors à quoi se réfère-t-il ? Je ne sais pas à quoi ça peut ressembler un soutien de Tony Blair. Moi, je me poserais la question, qu'est-ce que Tony Blair a fait pour la Guinée quand il était aux affaires? Est-ce qu'il s'y est réellement intéressé et qu'est-ce qu'il a voulu faire? Parce que quand même, quand lui, il était aux affaires, le peuple guinéen était confronté quand même à l'une des régimes les plus durs, quoi. Vous trouvez qu'il se réveille trop tard? Je pense que oui, parce que ça aussi, ça me fait sourire, ce redéploiement des anciens dirigeants européens qui cherchent par tous les moyens à s'occuper de nos problèmes. Moi, j'aurais souhaité que tout ça se passe en Afrique, que nous-mêmes nous occupons de ça. On a quand même des anciens chefs d'État qui peuvent nous apporter quelque chose. Alors, première après-info, c'est le Cameroun. Sur 100 structures recensées au Cameroun, 99 se retrouvent dans le secteur des petites et moyennes entreprises. Le gouvernement a donc pris la décision d'organiser une manifestation mettant en valeur ce secteur, comme nous l'expliquent Narcisse Ndoumbe et Paul De Singwe, nos envoyés spéciaux au Cameroun qui s'y sont rendus. Commentaire, Djibril Fofana. Faire du secteur des petites et moyennes entreprises le vecteur de la croissance de l'emploi au Cameroun. Tel est l'objectif visé par les autorités camerounaises en organisant depuis mardi à Douala la première édition des Journées nationales consacrées aux petites et moyennes entreprises. Le chef de l'État a encore réitéré une idée qui lui est chère, à savoir placer le secteur privé au centre du développement économique, social et culturel de notre pays. Pour ce faire, il estime que le gouvernement de la République, à travers la fonction publique, ne peut plus tout faire pour permettre aux Camerounais d'accéder à des emplois décents. Pendant 3 jours, cet événement permettra aux acteurs du secteur privé camerounais d'échanger entre eux à travers des conférences, ateliers et expositions. Au Cameroun, sur les 94 000 entreprises recensées par les autorités, 91 000 se trouvent dans le secteur des petites et moyennes entreprises. Cependant, elles ne contribuent qu'à hauteur de 36% au PIB, contre 64% pour les grandes entreprises. Le gouvernement camerounais espère donc à travers ces journées nationales des PME, sensibiliser et encadrer ces petites entreprises afin de changer la donne. Les promoteurs de PME au Cameroun ont besoin de beaucoup de choses, attendent beaucoup de choses, que le gouvernement et eux-mêmes mettront en place pour que ces entreprises-là se portent de mieux en mieux et puissent donc contribuer plus largement à notre PIB, c'est-à-dire partir des 34% actuels, pourquoi pas vers 50%. Les journées nationales des petites et moyennes entreprises du Cameroun se tiendront désormais tous les 2 ans dans une des différentes villes du pays. Monsieur Ahmed Wele, vous appréciez comment c'est ce genre d'initiative, regrouper plusieurs emplois dans un même site? À la base, ce n'est pas une mauvaise chose. Maintenant, il faut savoir exactement quel est le contenu et quel est l'appui réel qui est donné à ces PME et s'ils sont africains. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que nous sommes en Afrique, on est en train d'être infiltrés aussi, même par des succursales de ces multinationales déguisées en PME, où on met à la tête un local qui va se faire. Donc, si c'est des investissements réels, c'est des PME au Cameroun, moi je pense que oui, c'est par là qu'il faut passer, effectivement. Lucien, près de 3500 entreprises ont été créées depuis avril 2010 à Douala, à Yaoundé ou encore à Bafoussam. Comment ces entreprises-là peuvent être mieux encadrées? C'est tout le problème de l'organisation et de la méthode, de la gestion du tissu industriel en Afrique. D'abord, quand on écoute le ministre des PME, M. Laurent-Serge Etoningoa, il dit, c'est un aveu de faiblesse, à savoir
que le gouvernement ne peut pas tout faire, donc il faudrait que les Camerounais essaient donc de créer des entreprises. Le véritable problème, comme dit M. Welle, il faut d'abord savoir si ces PME créées sont des PME qui seront typiquement camerounaises, car c'est bien là le problème. Deuxièmement, une fois que ces PME ont été créées, quelle va être la contribution de l'État pour les aider à devenir pérennes? Car il ne suffit pas de créer, faut-il encore qu'elles deviennent pérennes. Alors, autre après-info, le Mali. Aujourd'hui, les Maliens pourront se rendre dans leur salle de cinéma préférée pour se plonger dans l'univers du réalisateur Ibrahima Touré et son film Toile d'araignée, une œuvre qui retrace entre autres le parcours d'Ibrahim Ly, arrêté par la police du Comité malien de libération nationale pour ses activités politiques dans les années 70. Un récit de Christina Okello. Le Mali sur les traces de son histoire politique à travers le film Toile d'araignée qui s'inspire de l'expérience carcérale du militant Ibrahim Ly. Le spectateur est replongé dans les années 70 sous le régime autoritaire du président Moussa Traoré. Ces gens, les Ibrahim Ly, là, quand ils ont été arrêtés, là, c'était une seule feuille volante. Hein. Ils ont écrit Moussa Traoré avait telle villa. Le réalisateur Ibrahima Touré revient sur les conditions dans lesquelles Ibrahim Ly a été arrêté, et ce, suite à la distribution de tracts pour dénoncer la réforme constitutionnelle à l'époque. L'exercice est osé et l'intention est à saluer, car la tâche était délicate. Exactement, c'est la prison. Et ce que nous avons vu n'est pas bien la réalité. Elle est même parfois en deçà des réalités. C'est pour cela que je voudrais l'adresser un hommage. Un hommage à un homme qui a connu cette même maison. Dans le synopsis du film, deux destins se croisent, celui de Mariama, une jeune fille qui refuse un mariage forcé, et celui de Yoro, un professeur de mathématiques, chef de file de la contestation. Le fait déjà que le tout Bamako soit invité ici à la salle Babemba pour voir un film qui dénonce les exactions d'un certain passé très récent montrent déjà qu'on est dans une certaine liberté. Toile d'araignée est à la fois un témoignage à charge, mais également revêt une vision humaniste et clôt ainsi un chapitre douloureux du passé malien. Il sort mercredi dans les salles de Bamako. Est-ce que l'œuvre cinématographique peut contribuer à un devoir de mémoire? Largement, largement, parce que on pense souvent que les œuvres culturelles ou les œuvres tout court, en fait, n'ont qu'une fonction, je dirais, de loisir. Mais là, on voit très bien que des œuvres comme celle-là permettent de sédimenter dans le temps, permettent de faire revivre le passé malien. Et il faut quand même saluer ici deux personnages importants de la République malienne, les présidents Alpha Konaré et le président Toumani Touré, je veux dire, qui ont su démocratiser ce pays et qui ont su le rendre crédible. Et ça, c'est très important. Les œuvres, oui, bien entendu, permettent de cimenter la mémoire collective. Monsieur Welle, c'est un coup d'essai pour le producteur de ce film. Les critiques sont unanimes, unanimement positives. Mais n'est-ce pas dû tout simplement au thème choisi, cher au cœur des Maliens? Oui, c'est ce qu'on dit dans votre jargon. Exploiter le marronnier. C'est que au Mali, sur le plan politique aujourd'hui, quand on s'attaque aux 23 ans de dictature, là, on fait l'unanimité. Mais moi, je suis entièrement d'accord et que notre histoire, il passera aussi par ces œuvres-là. C'est bien que les générations qui n'ont pas vécu ces moments-là sachent ce qui s'était passé pendant ces 23 ans. Alors, le Zoom Afrique, c'est le Sénégal. Les propos surtout du président Abdoulaye Wade suite à la reconnaissance du Conseil national de transition libyen par l'Union africaine. Je suis là pour m'adresser à Kadhafi. Aujourd'hui, je ne sais pas où il est, mais je m'adresse à lui pour lui dire, remémore-toi tout ce qui s'est passé dans le monde depuis que je t'ai parlé le 6 octobre jusqu'aujourd'hui, et tu tireras la conclusion qu'il faut que tu sortes de là où il est, que tu déclares publiquement que tu renonces à la violence et que tu lances un appel à tes partisans. Alors, ces propos du président Wade, ils vous surprennent, Lucien? Oui, c'est un peu surprenant, mais bon, avec le président Wade, je pense qu'on a l'habitude, d'abord parce que bon, le président Wade en fait une affaire personnelle.
il en tire, si vous voulez, un élément de gloire personnelle parce qu'il le dit partout, qu'il avait demandé à Kadhafi de partir, Kadhafi n'est pas parti, et voilà ce qui se passe. Mais si c'est vrai, bon, est-ce qu'il ne doit pas le dire? Alors, si, il a raison de le dire, mais bon, il faudrait peut-être qu'il aussi s'applique aussi à lui-même, quelque part, dans la façon de gérer le Sénégal, dans la façon de concevoir la Constitution, les conseils qu'il donne à d'autres. Alors, Monsieur Wele, quel est votre sentiment sur justement l'Union africaine qui reconnaît enfin le CNT libyen? Oui, moi je pense qu'on a assisté quand même à une grande farce par rapport à cette histoire de Libye. Qu'entendez-vous par farce? Par farce, parce que moi, on suivait un peu une certaine disparité au niveau de l'Union africaine, certains disant soutenant l'action de l'OTAN, d'autres ne soutenant pas. On sait très bien aussi qu'il y a... Non, mais la disparité, c'était plus au niveau des États. Mais oui, l'Union africaine elle-même a toujours soutenu une ligne très... Une position commune. Une position commune, mais sauf que ceux qui sont dans l'Union africaine, ce sont ces mêmes-là qui ont quand même voté au niveau du Conseil de sécurité, les différentes, la résolution qui permettait à l'OTAN d'aller frapper la Libye. Donc, à mon avis, tout ça n'est pas clair. Moi, Ouad, pour moi, il était en service commandé quand il faisait ses sorties à Benghazi et quand il faisait ses grandes déclarations. On savait très bien, parce qu'en ce même moment-là, Ouad, il tentait quand même de tripatuer la constitution sénégalaise. Donc, c'est à peu près quelque chose de ridicule, je pense. Alors, l'info africaine en c'est d'abord la Côte d'Ivoire. Il dit ne pas être Superman, mais s'engage à apporter sa pierre au processus de paix. En Côte d'Ivoire, le footballeur Didier Drogba a rencontré hier Charles Konan-Banny, le président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Il a aussi rajouté, je cite, « Nous voulons la paix, nous voulons que le pays aille de l'avant, se développe et je veux faire partie de ce processus ». Un engagement patriotique selon lui. Au Ghana, l'ancien président John Kufuor a créé à Accra une fondation destinée à la formation des futurs dirigeants africains. Il a déclaré que ce centre servirait de vivier pour produire les compétences de direction et la bonne gouvernance que recherchent le Ghana et l'Afrique. Et enfin, le chiffre du jour est de 7%. La consommation malgache en matière de pétrole est en hausse de 7% depuis août 2010. Cette évolution positive du marché des produits pétroliers s'explique par l'augmentation de la consommation. C'est une réaction oui, au choix? Une réaction au choix, c'est les deux. Allez, sur John Kufuor, effectivement, c'est une bonne chose. Il faut quand même noter que le modèle anglo-saxon africain a toujours été pragmatique par rapport au modèle, je dirais, francophone. On est toujours dans le pragmatisme. Deuxièmement, par rapport à M. Drogba, je pense que c'est une très très bonne chose. Bon, le football réunit toutes les populations, toutes les tribus. Si M. Drogba peut apporter sa pierre dans cette commission Vérité et Réconciliation, c'est une très très bonne chose. M. Wele, faut-il passer par une école pour devenir dirigeant en Afrique? Bon, déjà, s'il faudrait passer par une école, je crois que si ça se passe au Ghana, ce n'est pas une mauvaise école par rapport à tout ce qui s'est passé, aux questions démocratiques et tout. Et venant d'un président comme John Kufuor aussi, bon, on peut que saluer l'initiative. Maintenant, il faut être prudent, savoir qu'est-ce qui va se passer et quel est le contenu de cette formation-là. C'est ça qu'il faut voir à l'œuvre, cette école-là, et puis comment les autres ils vont le prendre. Et l'engagement de Didier Drogba, le footballeur ivoirien, dans le processus de réconciliation? Oui, je pense qu'il s'est engagé depuis longtemps. Ça fait depuis un certain moment à travers l'équipe nationale, quand il était le capitaine, ou je crois qu'il est d'ailleurs toujours le capitaine. Il s'est beaucoup engagé à faire ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire concrètement au truc? Est-ce qu'il maîtrise les tenants et les aboutissants? Il représente en tout cas la diaspora africaine, ivoirienne. Il représente une certaine diaspora ivoirienne. Maintenant, à savoir s'il maîtrise les tenants et les aboutissants de cette affaire. Parce que c'est très très politique. Alors, on va se retrouver après la pause pour évoquer notamment les réactions de nos téléspectateurs, l'actualité de notre invité, mais surtout le dossier du jour. A tout de suite.